Vous avez vu ces images déjà parce qu'elles ont fait le tour du monde. Les Sri Lankais arrivent en masse dans leur palais présidentiel pour dégager leur président, Gotabaya Rajapaksa. Vous avez vu aussi les analyses, dont celle du Canard, qui explique la situation par l'effondrement du pays, causé par la fin du tourisme et une très mauvaise gestion du pays. Et cette analyse, elle fait consensus puisque tout le monde a à peu près la même. A priori, il n'y a rien qui manque dans l'équation. Je veux dire, t'as une crise économique qui produit un mouvement dégagiste. Bon, bah on en a vu d'autres quoi. Sauf que quand même, il y a un truc dont on parle jamais. C'est que oui, la crise économique a rendu absolument nécessaire cette révolte, mais cette révolte-là, il a fallu l'organiser, très concrètement, pour pouvoir aboutir quelques semaines plus tard à la démission du président. Et c'est pas un hasard si les médias oublient cette petite étape de l'organisation du peuple pour passer directement aux images au plan large où on ne distingue rien, si ce n'est une foule qui se comporte comme un troupeau impersonnel qui semble incontrôlable. Le peuple en révolte doit être colérique, doit être incapable de s'organiser, et doit donc déléguer évidemment à qui? Aux beaux costards-cravates qui eux ne crient pas comme des sauvages dans la masse. Il faut être respectable pour prendre le pouvoir. C'est l'idéologie qui se cache derrière cette médiatisation bien particulière de ce mouvement-là. Alors évidemment, au Canard, vous nous connaissez, nous on adore faire des petits pas de côté pour essayer de comprendre la situation et de prendre un angle différent que ce qu'on voit d'habitude. Et c'est ce qu'on a fait pour le Sri Lanka. On a demandé à Debbie de faire une fiche internationale, elle en a fait une incroyable qui va nous permettre aujourd'hui d'esquisser un portrait d'une révolution en formation. Amis réfractaires, prenez des notes, car dans cette vidéo, nous allons découvrir comment est-ce que des camarades de l'autre bout du monde ont réussi à dégager leur président. Et comme d'habitude, dans ce genre de grand format, on va commencer avec un petit peu d'histoire et on va poser le contexte, et avec ça, on va pouvoir comprendre réellement d'où vient cette révolte et comment est-ce qu'elle pourra aboutir peut-être dans quelques temps à une révolution. Alors déjà, faut savoir qu'en 1953, le pays avait déjà subi une grande crise économique due encore une fois à sa balance commerciale qui avait poussé le gouvernement, pour réduire les importations de nourriture, à tripler le prix du riz. Réaction immédiate, d'immenses mobilisations sont organisées dans tout le pays pour forcer le Premier ministre à démissionner. La politique a ensuite changé et le pays s'est rapproché du mouvement des non-alignés pour préserver un peu son indépendance face aux deux blocs impérialistes. Cet événement montre déjà que les Sri Lankais, ils n'ont pas l'habitude de se laisser faire. Et surtout, ils ont un gros héritage social qui fait qu'aujourd'hui, ils ont quand même une culture assez égalitaire. Alors évidemment, cette culture, elle n'est pas aussi égalitaire qu'en France, avec liberté, égalité, fraternité, la République sociale, tout ça, mais c'est quand même pas mal. Avant la récente crise, il y avait un système de sécurité sociale assez performant, vu la pauvreté de l'île, qui permettait à tout le monde d'avoir accès aux soins. Les jeunes, très nombreux dans le pays, bien plus qu'en France, sont historiquement politisés dans la gauche radicale, avec de très nombreuses luttes menées contre la pauvreté ou la répression des minorités, ce qui leur a permis de conquérir l'école gratuite. Les paysans, très nombreux et qui gèrent des petites surfaces, sont très attachés à la gestion de la terre et remarquent bien la dégradation des sols due à la chimie. Ils sont donc en grande majorité favorables au bio. On est donc face à une nation qui est assez en avance sur énormément de sujets, mais pas tous. Démocratiquement, c'est pas ouf, hein. Par contre, au Sri Lanka, c'est la famille Rajapaksa qui contrôle toutes les grandes institutions publiques et privées, et s'arrange bien évidemment pour avoir quelques privilèges. L'État, c'est un clan, c'est les Rajapaksa. Économiquement, la seule chose que sait faire la classe au pouvoir, c'est pas enrichir les Sri Lankais, c'est même pas enrichir une bourgeoisie nationale qui n'existe pas au Sri Lanka, ou alors très peu, c'est en fait enrichir les marchands étrangers, qu'ils soient états-uniens, indiens ou chinois. L'économie se résume donc en quelques points essentiels. Le tourisme, c'est la grosse partie, le tourisme, un petit peu l'exportation de thé Ceylan qui est absolument dégueulasse, je sais pas si tu connais, mais aussi le caoutchouc et un petit peu de pêche et pas grand chose d'autre. Il manque donc énormément de choses à ce pays, du matériel médical, du pétrole, mais aussi de la nourriture, puisque l'essentiel de l'agriculture est utilisé à l'exportation pour le thé dégueulasse dont on vient de parler. Donc ils sont obligés constamment de faire importer tout ce qui est nécessaire pour vivre chaque jour. Ils sont donc dans une situation de crise permanente, puisque à force d'importer année après année, ils sont obligés de s'endetter année après année, ce qui appauvrit le peuple évidemment. Pour éviter les révoltes d'un peuple très égalitaire, les dirigeants ont souvent joué sur les divisions ethniques, provoquant le racisme et les guerres pour désigner les coupables entre les pauvres. Ce fut le cas contre les Tamouls, une communauté musulmane du nord du pays dont la partie organisée est socialiste, à l'ancienne, et qui est devenue, à force de conflits, indépendantiste. La guerre civile s'arrête en 2009,
Les Tamouls rendent les armes et la division entre ethnie et religion s'accentue. Et l'une des bases sociales très fortes des Rajapaksa, c'est le clergé fascisant bouddhiste. Et oui, ça existe. Ils ne sont pas en position du lotus tous en haut du Tibet. Il y en a aussi qui sont fascistes et qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de maintenir l'ordre social dans ce pays qui leur est évidemment très favorable. L'autre régulateur pour le pouvoir, c'est les compromissions de la gauche institutionnelle. Les syndicats, malgré leur force, ont souvent joué les conciliateurs entre le peuple dégagiste et le pouvoir en place pour que fondamentalement rien ne change. De même que les partis de la gauche au Parlement, ils se sont décrédibilisés aux yeux de beaucoup par leurs différents pactes avec le pouvoir. Et évidemment, l'armée est le dernier recours du clan Rajapaksa, qui n'hésite pas à l'utiliser de plus en plus pour réprimer la population. Elle utilise la peur comme outil contre-révolutionnaire. Et donc voilà en gros la situation. Le Sri Lanka vit en permanence dans une crise économique qui appauvrit énormément les gens, qui crée beaucoup de famine aussi dans ce pays-là, et qui produit donc forcément beaucoup de mouvements sociaux, et donc tu as une culture égalitaire très forte dans ce pays. La situation d'ailleurs, pour donner un peu des dates, elle s'est fortement dégradée, surtout après la crise de 2008. L'État, lui, est contrôlé par une seule famille régnante, qui fait des compromis avec le clergé, avec la gauche institutionnelle et qui essaye, tant bien que mal, d'essayer de maintenir la population dans une espèce de guerre civile permanente entre les religions et les ethnies pour rester au pouvoir. Et cette histoire, elle marchait, elle marchote, jusqu'au moment où tu as un Chinois qui a décidé de manger un pangolin. Le Covid, il a mis un terme au tourisme qui représentait 80% des revenus du pays. Ruiné et incapable d'avoir suffisamment de devises étrangères pour continuer à importer, le pays, il a sombré dans la misère. En 2 ans, leur monnaie elle a perdu toute sa valeur. Leur endettement indispensable était de plus en plus cher et du coup les intérêts qu'ils devaient payer chaque année aussi. Alors déjà que la situation économique, elle n'était pas incroyable, mais là c'est la catastrophe. Tous les prix explosent, que ce soit la bouffe, l'essence ou l'électricité. Évidemment, les gens n'ont plus assez de sous pour pouvoir acheter la nourriture, les agriculteurs, eux, n'arrivent plus à écouler leur stock, et les pêcheurs n'ont plus d'essence à mettre dans leur bateau, et donc c'est beaucoup plus compliqué de pêcher sans pétrole. Quant aux touristes, évidemment, ils ont arrêté de venir au Sri Lanka, puisque dans leur beau hôtel 5 étoiles, machin, tout ça, tu n'avais plus de douche chaude, vu que tu n'avais plus vraiment d'électricité ou de fioul. Alors que les douches froides... Les agences de notation les flinguent, et ils sont de fait coupés du marché financier pour choper de la liquidité. En avril 2022, le pays il est en défaut de paiement, c'est-à-dire qu'ils annoncent à ses créanciers, principalement états-uniens, que l'État n'est plus en capacité de payer les intérêts sur la dette. À ce moment-là, l'économie est paralysée puisqu'ils ne pouvaient plus rien importer. Toutes les stations-service sont à sec et sont gardées par des militaires pour éviter que ça devienne le chaos. Toutes les petites entreprises font faillite, tous les gens tombent au chômage et il n'y a plus de quoi nourrir la population, quoi. Au début d'année, pour vous donner un ordre d'idée, 4/5 de la population devait sauter des repas pour des questions économiques. 4/5, c'est énorme. Même si pendant le Covid et après, il y a eu des mobilisations de jeunes notamment, la première grosse réaction à cette crise, elle a été institutionnelle. Ce sont les syndicats qui ont appelé à la grève massive. Alors les mobilisations, elles sont suivies, c'est sûr, parce que les gens ont faim et que c'est la tradition du pays de ne pas se laisser faire. Surtout que je vous le rappelle, on est dans un pays où les gens n'ont plus trop confiance aux syndicats, puisque la seule chose qu'ils savent faire, c'est organiser des manifs entre Bastille et République, alors que ça sert à rien et que ce qu'on veut, nous, c'est aller aux Champs-Élysées pour choper Macron, bordel. Le Sri Lanka, le pays de l'océan Indien. Rapidement, de cette situation va naître quelque chose de très intéressant qu'on appelle ici le débordement. Ça a commencé le 15 mars dernier avec une première mobilisation menée par un parti d'opposition, le SJB, devant les lieux de pouvoir. La manifestation, elle est belle, la machine est lancée. À ce moment-là, les étudiants rejoignent le mouvement et campent sur place devant le palais présidentiel, le Parlement et la maison privée du Premier ministre. Attends, ça me rappelle un truc, ça, merde. Sous l'impulsion de la première mobilisation, tu as pas mal de gens qui occupent le terrain. Le groupe grossit et il commence sérieusement à parler et surtout à s'organiser. Et là, on est dans une situation où quasiment tout le monde est au chômage, puisque t'as plus d'industrie, t'as plus de pêcheurs, t'as plus de touristes, les profs sont en grève, les écoles sont fermées, donc tu as énormément de personnes qui sont mobilisables. Surtout que ce sont des personnes qui ont faim, encore une fois, des personnes qui ont faim, c'est très important. Et donc quand tu as des gens qui se mettent à créer des réseaux de solidarité, à aller voir les agriculteurs, à travailler avec eux pour revenir des campagnes vers les villes avec des caisses énormes de légumes, et que ces légumes-là sont cuisinés par tout le monde, puis partagés gratuitement aux gens,
ça donne envie de rester en fait à ces manifestations et à ces occupations. On voit naître les premières organisations du mouvement où, en toute indépendance, les militants assurent leurs propres besoins pour maintenir la pression. Peu à peu, les places sont largement investies, des cuisines sont mises en place où les gens peuvent manger gratos, il y a des tentes sanitaires d'installer, des bibliothèques, une université populaire et même des centres culturels en plein milieu des places publiques. La situation est telle que les militants ne perdent pas de temps à se torturer l'esprit et puis à se diviser sur la question de que faire, mon Dieu, que faire pour changer le monde. Non, eux ils sont face à des problèmes qui sont très concrets. Eux c'est pas que faire la question qui se pose, c'est comment faire. Comment faire pour se nourrir? Comment faire pour cuisiner tous ensemble? Comment faire pour animer des débats pour que tout le monde puisse prendre la parole? Et comment faire pour mobiliser un maximum? Et vous savez comment ça se passe dans ce genre d'histoire, hein? Tu rentres en tant que manifestant, en tant que primo-manifestant un peu énervé parce que tu as vu un post sur Facebook. Et puis, petit à petit, tu commences à prendre goût aux camarades, au fait de discuter ensemble. Et puis, tu te dis, pourquoi pas avec les copains diriger le pays, quoi. Ouais, ça rappelle de bons souvenirs, tout ça. Et ça, dans la réalité des gens, ça veut dire qu'ils ont enfin des lieux pour parler, pour échanger et pour s'organiser. Enfin, ils peuvent discuter de leurs galères et construire ensemble des solutions pour s'en sortir. Leur quotidien devient le militantisme. Ils se forment sur le terrain en perfectionnant leur argumentaire, en s'impliquant dans l'organisation, en s'engageant dans le mouvement. En fait, ils sont en train de créer une culture politique réellement populaire qui permet à des milliers et des milliers de personnes, non pas juste de manifester, mais de s'investir réellement dans la lutte, de prendre des responsabilités. Contrairement à la culture syndicale, qui consiste grossièrement à prendre 3-4 têtes, les mettre au haut d'une tour, et de décider à quelle heure et à quel endroit des milliers de personnes sont censées se rejoindre et porter leur porte-carte comme des croix avec des slogans un peu pétés. Non, chez eux, tout est liquide et surtout, tout est en réorganisation permanente et en action permanente surtout. Alors ça continue à déborder, l'Assemblée populaire, des places publiques se répliquent dans chaque quartier via des groupes Facebook où les habitants décident de leur action et se répartissent les tâches. Les chauffeurs de train et de bus désobéissent, rejoignent le mouvement et se coordonnent toujours sur Facebook pour amener un maximum de gens gratos à la manif. Et le mouvement s'est même donné un petit nom, c'est Aragalaya. Aragalaya. Mais c'est bizarre, ils ont que des syllabes dans leur putain de langue bizarre là. Et ce beau mot, ça veut dire la lutte. Du coup, quand tu as des gens qui disent « on est là pourquoi ?» dans la manif, comme ça, avec leur langue bizarre là, ils répondent « Aragayala, machin truc ». Et après, t'as les gens avec micro qui reprennent et qui disent « et qui va gagner à la fin ?» Et tout le monde qui répète « Aragayala, machin truc », tu vois. Bon, là, c'est pas très convaincant, mais en vrai, quand tu regardes les vidéos, ça l'est, hein. Les manifestations s'organisent hors de tout contrôle étatique ou syndical et rassemblent énormément de personnes. D'autres militants vont à la campagne, aider les agriculteurs et les pêcheurs, puis reviennent avec de la bouffe pour que tous les participants puissent au moins avoir un repas gratuit par jour. Des millions de personnes s'auto-organisent sur les réseaux et dans les assemblées populaires qui se tiennent partout en simultané, et tout ça bien sûr sans chef et sans leader. Bon, forcément, c'est pas toujours coordonné. Genre, il y a 4 groupes différents qui se ramènent pour monter une barricade, alors qu'il suffisait de 2 pélos. Hein. Attends, ça me rappelle un truc encore, ça. Si on a une analyse un peu plus matérialiste, évidemment, on peut dire c'est la crise économique qui a fait venir ces gens. Oui, mais pas que. Il y a aussi l'accumulation, très important. L'accumulation des crises, l'accumulation de la misère, l'accumulation des scandales d'un État qui est géré comme une autocratie par un seul clan. Donc c'est pour ça que les gens sont sortis de chez eux. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là sont après restés dans la manifestation? Pourquoi ils sont restés dans les occupations? C'est parce que là-bas, ils ont parlé avec des gens. Ils ont échangé et du coup, ils se sont forgés des amitiés. Il y a même peut-être de l'amour là-dedans aussi. Et tu as surtout une responsabilité qui se construit par rapport à soi et par rapport aux autres de changer ce pays-là. Les gens, ils grandissent avec ça. Tu vas en manifestation parce que tu t'es engagé auprès des autres, auprès de toi-même, de changer ce pays-là. Et tu comprends bien que si c'est pas toi qui change ce pays-là, y a personne qui le fera, mon coco. Donc tu as une culture qui est à la fois très grave parce que les enjeux sont importants, mais qui est aussi assez enthousiasmant parce qu'évidemment, là-bas, ils font la fête, les gens, quoi. Mais t'as pas que ça, t'as aussi la nourriture dans un pays où la plupart des gens ne peuvent pas manger à leur faim. Les manifestants, parce qu'ils se sont suffisamment bien organisés, ont réussi à faire des cuisines populaires partout pour que les gens puissent manger. Le peuple s'organise de lui-même pour amplifier chaque moment de lutte et pour agréger de plus en plus de personnes autour de lui. Des manifestations monstrueuses sont alors organisées par ce mouvement sans leader, avec un mot d'ordre unique et rassembleur: Macron, démission!
Non, ah non, c'est pas le texte, attends. Gotabaya, rentre chez toi, pardon. Ils refusent les manifestations Bastille République et vont directement toquer à la porte du président. Ils commencent à investir les maisons des ministres pour forcer des démissions de masse au gouvernement. Une chose très importante et ô combien rassurante, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, tu as beaucoup de divisions ethniques et religieuses dans ce pays-là. Et quand je dis des divisions ethniques et religieuses, concrètement, je veux dire des attentats. Des attentats des bouddhistes contre les cathos, des cathos contre les bouddhistes, des bouddhistes contre les musulmans, des musulmans contre les cathos. Enfin bref, il y avait des attentats de partout, tu avais des assassinats de partout, et tu avais même une guerre civile avec les musulmans du Nord, là. Sauf qu'une fois que le peuple se met en action pour dégager sa classe dirigeante, là, les divisions entre pauvres, elles disparaissent. Pas totalement, on le verra à la fin, mais grossièrement, tout le monde est dans le même bateau, donc tout le monde agit de concert. On voit des bouddhistes prendre part aux manifestations avec des prêtres chrétiens et des musulmans. Toutes les ethnies se mélangent dans les manifs. Les LGBT s'organisent et apparaissent eux aussi alors que l'homosexualité est encore criminalisée dans le pays. Les femmes représentées à 5% dans l'Assemblée nationale prennent part aussi à cette fourmilière militante qui construit peu à peu une grande révolte populaire. Une population hier divisée par la religion se reconstitue en tant que peuple politique uni contre leurs dirigeants. Ça me rappelle un truc, bon Dieu. Et pendant ce temps, les syndicats institutionnalisés, censés défendre les travailleurs, commencent à critiquer un mouvement sur lequel ils n'ont pas de contrôle, soutenant des solutions raisonnables basées sur des costards-cravates, bien entendu. Johan, pourquoi on parle de la CGT tout d'un coup ? Et si tu as été aux Gilets jaunes, là, surtout au début, là, si tu as bloqué les ronds-points le 17 novembre 2018, tu peux te rendre compte du sentiment partagé que doivent avoir les Sri Lankais en ce moment. C'est un mélange de fierté, d'enthousiasme et de force qui te fait dire que putain, tu peux changer l'histoire de ce pays-là, tu peux dégager ta classe dirigeante, et aussi toute la fidélité qu'ils doivent avoir les uns envers les autres pour aller au bout de cette histoire. Une fois qu'un tel processus ingouvernable et incorruptible est en marche, rien ne peut l'arrêter. Le 9 juillet, l'une des manifestations rejoint la place devant le palais présidentiel. C'est l'occupation historique du mouvement qui décide de prolonger l'expérience en occupant le palais présidentiel lui-même. Et c'est à ce moment-là que les images les plus fortes sont tournées et où brièvement le monde découvre le mouvement. Et maintenant qu'on connaît un petit peu mieux les traditions de ce mouvement, on se rend bien compte de l'importance qu'a ces occupations pour eux. C'est-à-dire ils se réapproprient ce qui appartient au peuple et pas à l'élite. Mais surtout, c'est des lieux où on va pouvoir s'organiser, débattre, discuter, se reposer, manger. Par exemple, le palais présidentiel a permis de revendiquer la première piscine populaire. Puis après, c'est au tour de la salle de gym populaire, même le lit présidentiel devient un lit populaire. Le siège présidentiel a été partagé entre tout le peuple entier. Putain, ça a l'air marrant, les révolutions. Bon, par contre, on a toujours à se la péter, là, dès qu'il y a un piano d'accessible. Toujours les mêmes. Tout le monde a pu constater aussi la belle collection de voitures du beau président en fuite. Bon, ça vaut pas une bonne vieille Picasso, mais c'est pas mal. Et après de nombreux repas et assemblées, le palais a été transformé en un musée librement accessible où des gens font la queue pendant des heures. Quel succès, Hey Johan, c'est loin de Guingamp l'Elysée, ça te dit pas qu'on y aille là ? Je trouve ça fascinant comment un truc qu'on peut pas appeler autrement qu'un mouvement a réussi à prendre autant de décisions et à réaliser autant de choses belles en si peu de temps, quoi. C'est vraiment fascinant. Bien sûr, le président, il a pris la fuite avant que les manifestants récupèrent leur palais. Sauf que notre cher Gotabaya Rajapaksa a voulu se rendre à l'aéroport. Sauf que les travailleurs de là-bas, ils ont refusé de le laisser monter dans l'avion. Et quand l'armée a contraint l'obéissance, ce sont les passagers de l'avion qui l'ont dégagé. Il a été obligé de partir avec un jet d'un ami à lui. Rendez-vous compte, le président d'un pays ne peut même plus prendre l'avion tranquillement. Il en profite évidemment pour démissionner, sauf que, évidemment, aussi, le mouvement ne s'arrête pas là. Déjà, avec la maison du Premier ministre, qui s'est direct transformée en cantine. Puis on a un concert digne des plus belles gauches fripes. Et après, ils ont même fait une reprise de Maître Gims. Si, je vous jure. Puis encore mieux, les Sri Lankais se sont réappropriés les chaînes télé, donnant des scènes improbables de personnes sans fond de teint devant la caméra, balançant des discours dégagistes à la chaîne. Comme pour les cheminots et le personnel de l'aéroport, les techniciens de la télé désobéissent parce qu'ils n'ont plus rien à perdre en fait. Littéralement, le mouvement se substitue à l'État. C'est quand même assez fou, sur la distribution de la nourriture,
sur le transport, sur les médias, sur les prises de décision. Et évidemment, tout ça, c'est parfaitement conscientisé par le mouvement. Ils ont voulu remplacer l'État sur toutes ces choses-là, et ils l'ont fait. Tiens, en passant, ils ont même occupé la banque centrale du pays pour te dire. Le tout relayé par de nombreux automédias et influenceurs, notamment sur TikTok. Alors bien sûr, tout le long, il y a eu des répressions policières avec de nombreux blessés et des morts. Il y a eu des intox qui ont été relayés par la police pour faire passer les manifestants pour des criminels, alors que c'est bien eux, la police, qui avait lancé les hostilités. Il y a eu des couvre-feux, des états d'urgence, des lois pour étendre le pouvoir des militaires, bien sûr, et il y a eu aussi des mercenaires loyalistes au pouvoir qui voulaient faire monter les tensions religieuses entre les manifestants. Mais réponse des manifestants, plouf! Mais ça les a pas arrêtés, hein, les manifestants qui ironisaient en disant que le gouvernement n'aurait bientôt plus assez de dollars pour importer le gaz lacrymogène. Puis même si aussi là-bas la police est déconnectée et corrompue, il y a quand même eu des moments de sympathie entre les manifestants et l'armée. Et de toute façon, les manifs elles sont tellement massives que l'armée elle peut pas juste tirer comme ça dans la foule à longueur de temps en espérant que ça calme les gens, évidemment que non. Et vu que t'as pas de leader, t'as personne à qui mettre la pression pour essayer de le corrompre et d'arrêter tout ce bordel. Bref, le mouvement est un succès total, hein. C'était des dégagistes qui ont réussi à faire dégager leur président. Du coup, tout le monde est rentré à la maison et depuis, c'est le calme plat. C'était bien l'histoire, hein? Eh ben non, les mobilisations sont encore là et s'intensifient maintenant que preuve est faite que la mobilisation paie. Puis encore une fois, hein, la crise sociale est telle qu'un président démissionnaire, vite remplacé par un clone avec l'aval d'un parlement encore sous influence des Raya Paxa, ne change rien à la situation. Donc le peuple voulait la démission du président, le peuple l'a obtenue, oui, mais du coup le peuple s'est rendu compte qu'il pouvait organiser la démission du président et donc peut-être qu'ils peuvent faire plus que ça. Et là, petit à petit, le mouvement dégagiste se transforme peu à peu à un mouvement révolutionnaire. Les Sri Lankais ont organisé dans tout le pays des commissions spéciales qui réfléchissent à la question institutionnelle pour donner le pouvoir au peuple. L'idée est de décentraliser le pouvoir par des institutions et en parallèle d'étendre partout le mouvement des assemblées populaires qui manque dans de nombreux endroits, notamment ruraux. Se pose alors la question de refondre par exemple le Parlement, ou alors d'avoir un pouvoir sans président, ou alors de trouver des solutions pour qu'il n'y ait plus de violences policières. Contrairement à l'Amérique latine, la question n'est pas forcément celle de refaire une constituante pour se reformer en tant que peuple, tu vois, tout ce qui est le populisme de gauche, etc. Mais là, c'est plutôt essayer de juste changer les institutions comme ça pour arranger les choses, tu vois. L'objectif, c'est de décentraliser un maximum l'État pour que le prochain gouvernement ne puisse pas réprimer toute la mobilisation et les assemblées populaires qui se sont mis en place, et ça sous couvert de 2-3 consensus sociaux un peu bidons. L'autre objectif très important, c'est d'éviter la soumission du FMI. En gros, l'institution, elle a proposé un plan de restructuration violent en échange de devises étrangères. Ce qui signifierait pour tous les Sri Lankais le démantèlement de tous leurs acquis sociaux et une austérité massive. En échange, le FMI demande un retour à l'ordre social pour appliquer son programme, évidemment. La peur qu'a le mouvement, c'est qu'un changement de gouvernement ne produise rien d'autre qu'une soumission au FMI au final, ce qui réduirait à néant toute leur mobilisation. Ils ont tellement conscience de ça que la première chose qu'ils ont fait en occupant le palais présidentiel, c'est d'organiser une scène de théâtre où un dirigeant sri-lankais ridicule se fait écraser la tête par un type du FMI tout aussi ridicule. L'une des revendications qui remonte de plus en plus, c'est celle aussi de l'annulation de la dette qui peut avoir pas mal de conséquences comme on le verra juste après. On entre alors dans une des particularités du mouvement au Sri Lanka, c'est que pour vivre, ils ont besoin d'importer, pour importer, il leur faut des devises étrangères. Et pour des devises étrangères, il faut accepter le pacte du FMI. C'est la seule façon qu'ils ont de retourner dans l'économie de marché. Donc les gens savent très bien que s'ils laissent les choses telles quelles, rien ne va changer. Donc soit ils acceptent des compromis un peu nuls et au final le FMI, au final c'est de la merde, soit ils essayent de se radicaliser pour trouver d'autres solutions. Sauf que cette radicalité, elle exige encore plus que de dégager le président. Ça sous-entend d'organiser le pays pour se passer de devises étrangères, ou du moins les limiter fortement. C'est ce qu'exige la situation, mais concrètement, c'est quasi impossible à organiser. En bref, ils sont obligés de se radicaliser pour finir le travail. Sauf que oui, le dégagisme est mobilisateur, ça c'est clair. Mais c'est beaucoup plus difficile de s'organiser pour, non pas dégager le président, mais pour prendre le pouvoir réellement.
faut se mettre d'accord sur les nouvelles institutions à mettre en place, faut se mettre d'accord sur la méthode révolutionnaire, et il faut aussi se mettre d'accord sur les méthodes programmatiques, puisque tu as des centaines de choses à gérer en parallèle dans ce pays et à remettre debout. Ils vont devoir se poser non pas la question de savoir comment est-ce qu'on nourrit des gens en manif, mais comment est-ce qu'on nourrit un pays en permanence. De comment est-ce qu'on passe d'une assemblée populaire dans un quartier à une véritable démocratie nationale. Surtout que ce que je vous ai pas dit et ce que je vous dis maintenant, c'est qu'après la démission du président, les lieux de pouvoir, ils ont été désinvestis. Du coup, oui, le mouvement change en permanence, mais peut-être que là, c'est beaucoup moins mobilisateur, puisque tu n'as plus ce truc-là d'avoir conquis le palais présidentiel. Non, c'est fini, ça. Alors, dégager le président, c'est une chose, mais conserver la lutte, la maintenir et l'amplifier jusqu'au moment où on est capable de prendre le pouvoir et de changer les choses, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et c'est pas le seul obstacle auquel doivent faire face nos amis sri-lankais. Très concrètement, l'agriculture, elle pose problème. Même si la plupart des agriculteurs sont favorables au bio, ils sont encore dépendants de leurs engrais qui ne sont plus importés pour des raisons économiques depuis 2021-2022, quand le président a voulu faire passer l'effondrement de son pays pour un acte écolo courageux. Alors évidemment, tu as des pays comme Cuba, par exemple, qui ont réussi à reconstruire leur agriculture sans pétrole, sans engrais, sans pesticides et sous blocus. Donc c'est possible, mais ça prend du temps, quoi. Faudrait que tu ailles Cuba qui arrive comme ça voir les Sri Lankais pour leur dire hey, voici comment on a fait, voici comment vous pourrez adapter nos solutions à vos territoires. C'est pas con ça comme idée quand même. Surtout que le pays il a un gros réseau de paysans, essentiellement tourné vers l'export, qui pourrait se réorienter sur une agriculture vivrière pour le pays. C'est d'ailleurs ce qui a été quasiment fait dans les années 50 après la révolte où le pays était devenu quasiment autosuffisant en riz. Alors avec la crise, c'est plus le cas puisque c'était basé encore sur des engrais, sur les tracteurs, etc. Et du coup là, ça a bien coupé sec tout ça, quoi. Mais avec une petite aide internationale, pourquoi pas, hein. En tout cas, une des solutions qu'ils ont développées et qu'ils ont mis en pratique, c'est de sortir l'agriculture du système marchand. C'est ce que tu fais hein, quand tu fais des cantines gratuites, c'est ce que tu sors du système marchand. Et ça peut être une solution et de crise, mais aussi une solution à long terme pour ce pays-là. L'un des gros enjeux aussi de cette mobilisation, c'est que t'as pas tout le monde encore qui est dedans. Il y a plein de gens qui, pour diverses raisons, n'ont pas rejoint le mouvement. Dans les milieux ruraux, ça traîne des pieds malgré la solidarité. Ce qui est mis en avant, c'est qu'ils attendent de savoir les revendications précises du mouvement les concernant avant de s'investir pleinement. Donc ça demande aux militants de franchir une étape, tu vois, d'aller du dégagisme à l'écriture d'un programme, encore une fois. Deuxièmement, les institutions tamoules, indépendantistes du Nord, organisées depuis des années, ne veulent pas rejoindre le mouvement puisque, selon eux, ça ne les concerne pas. Les conflits régionaux du passé obligent nos militants à trouver des solutions à tout ça et à véritablement poser les questions et à trouver des solutions même si ça peut cliver peut-être. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui les bouddhistes sont prédominants dans les institutions, je veux dire dans la constitution et tout, c'est eux qui sont prédominants sur les autres. C'est problématique, ça, il faut en discuter. Il faut en discuter aussi de comment est-ce qu'on protège les minorités qui ont souvent été oppressées par le passé. Qu'est-ce qu'on fait des détentions arbitraires et des violences policières, etc., etc. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la répression des manifestations, elle a permis aux citadins de comprendre ce que sont les violences subites depuis des années par les Tamouls, et donc de créer une solidarité de classe avec eux. De l'autre côté, les dirigeants tamouls sont frileux d'investir un mouvement qu'ils ne contrôlent pas et qui pourrait affaiblir l'influence de leur parti politique. Alors, pour des raisons d'appareil, ils demandent à leurs militants de ne pas rejoindre un mouvement qu'ils devraient pourtant naturellement soutenir en tant que socialistes. Sauf que bien sûr, puisque nécessité fait loi, de nombreuses manifestations ont lieu dans le nord du pays, reprenant les mêmes revendications et la même organisation. Alors s'il est très facilement imaginable de former une alliance de classe entre les pauvres et les pauvres, c'est beaucoup plus compliqué d'imaginer cette alliance entre les pauvres et les riches. Il y a toute une classe intellectuelle et politique qui exprime la même idée, reprise par leur représentant Ranil, le nouveau président nommé le 20 juillet par le Parlement. C'est un très vieux politicard, proche de l'ancien président, qui a annoncé réprimer très durement la mobilisation avec l'armée et tout le patatras. Ça va chauffer. Le nouveau Premier ministre fait de même, qualifiant la mobilisation comme une menace fasciste contre la démocratie et appelant l'armée à rétablir l'ordre. L'Union nationale est convoquée tous les quarts d'heure pour rendre ce pays gouvernable, comme ils disent. Après la grosse révolte là, qui a fait dégager le président, évidemment, tu as toute cette classe qui dépend du commerce international pour son enrichissement et pour son statut social,
qui fait des appels pour essayer de dire les gars, tranquille, mollo, est-ce que vous voulez pas un retour au calme, qu'on puisse continuer à faire nos affaires tranquillement, tu vois? Puisque évidemment, ils ont remarqué que les participants aux manifestations, ils ont une légère tendance à ne pas respecter le concept de propriété privée, et dès que tu touches à ça, tous les bourgeois, ils commencent à paniquer. L'idée, c'est de tout faire avec l'armée pour remettre l'ordre, que le FMI puisse appliquer au pays sa coupe de jouvence qui remettra le pays sur les rails du beau capitalisme au prix d'un massacre social. Mais tu n'as pas que eux, hein. Tu as tous ceux qui bénéficiaient du régime des Rajapaksa, qui disent oui, est-ce que vous voulez pas faire l'union nationale pour rétablir un peu l'ordre pour le capitalisme, pour la paix, la démocratie, le bonheur, tout ça, quoi. C'est important, la démocratie. À commencer par le clergé bouddhiste qui multiplie lui aussi le retour au calme et à un système où il pouvait gratter la richesse produite par le peuple. Et surtout, comme des rapaces, tu as une nouvelle classe de dirigeants néolibéraux qui pourraient parvenir, à coups de compromis et de langue de bois, à réussir à s'accaparer le pouvoir d'État pour appliquer comme ils en rêvent le programme antisocial du FMI avec un discours bien nationaliste. Une des chances des Sri Lankais, comme on l'a dit au début de la vidéo, c'est que l'appropriation de l'État par une seule famille a fait qu'ils n'ont pas voulu développer une bourgeoisie nationale tout autour qui aura pu lui piquer le pouvoir. Du coup, cette bourgeoisie-là, elle est assez faible et elle peut s'opposer que faiblement au mouvement social du peuple lui-même. Fait amusant. Enfin, je sais pas si c'est amusant, fait intéressant. En tout cas, c'est que si le Sri Lanka est dans une crise permanente, c'est parce qu'ils n'ont pas d'industrie. Et s'ils n'ont pas d'industrie, c'est parce que justement le pouvoir n'a pas voulu laisser se développer la bourgeoisie. Du coup, c'est pour ça que tu as un vrai problème aussi avec le pouvoir en place qui a préféré appauvrir le pays et le contrôler totalement plutôt que de le laisser se développer. Du coup, les Sri Lankais, ils peuvent véritablement espérer dominer la bourgeoisie, son influence culturelle, médiatique, etc. Surtout s'ils se mettent tranquillement à l'abri dans leur rond-point, à discuter entre eux et à pas trop regarder la télé, quoi. Pourquoi je parle de rond-point? Moi, c'est bizarre, ils ont pas de rond-point au Sri Lanka. Mais le gros défi, ça va être à l'échelle internationale, puisque la petite révolution en cours va redistribuer toutes les cartes économiques des puissances qui avaient mis des billes sur l'île en espérant gratter des parts de marché. Et à commencer par la Chine. Faut savoir que le Sri Lanka a été l'un des premiers pays non communistes à reconnaître la légitimité de la République populaire de Chine. Les liens sont donc très forts entre les deux pays. La Chine a vendu des armes lourdes à l'État sri-lankais pour sa répression contre les Tamouls socialistes. La Chine a soutenu les Rajapaksa lorsqu'ils ont été accusés de crimes de guerre. La Chine qui a beaucoup investi sur les Rajapaksa tout le long de leur règne et ont construit de nombreuses infrastructures dont la propriété est chinoise, comme un aéroport ou un port qui devient un lieu stratégique pour l'impérialisme de l'Est dans la zone Indo-Pacifique occupée largement par les États-Unis. Tu as l'État chinois qui a investi des millions dans la campagne électorale des Rajapaksa et tu as même l'ambassadeur chinois au Sri Lanka qui a fait des pressions pour que les gens votent pour Rajapaksa. Donc évidemment le fait que les Rajapaksa, leurs petits protégés, se soient fait dégager, ça les arrange pas totalement. Mais quand tu regardes vraiment bien la situation, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. Déjà parce que le Sri Lanka s'était rapproché du FMI et la Chine avait critiqué cette probable soumission à l'Occident. Une restructuration imposée par le FMI causerait pas mal de pertes financières à la Chine puisque sa dette ne serait pas remboursée et celle détenue par les États-Unis, elle, si. Donc de fait, le bordel dans le pays remet en question ce futur accord avec le FMI. Par contre, si le mouvement populaire s'accapare l'État et annule sa dette, il y aura une perte d'argent pour la Chine, mais surtout pour les acteurs états-uniens privés qui ont largement plus investi dans les obligations d'État sri-lankaises que la Chine qui s'est contentée de construire des infrastructures. S'il y a annulation de la dette, ça veut dire que la Chine va pouvoir envoyer des liquidités au Sri Lanka sans craindre que cette liquidité-là ne serve qu'à rembourser les créanciers états-uniens comme c'est le cas en ce moment. Et vu que les États-Unis et les institutions qui sont à sa botte vont toujours refuser de filer du fric à un pays qui annule sa dette et qui ne rembourse pas, bah ça va donner les mains libres à la Chine qui va pouvoir aider, c'est des guillemets que je fais, ce pays comme ils le font avec énormément de pays africains. Surtout que la Chine, elle a investi dans des infrastructures, ce qui est beaucoup plus solide, entre guillemets, que des investissements du capital, puisque les Sri Lankais peuvent annuler la dette à tout moment. Par contre, virer les Chinois de leur aéroport ou de leur port, c'est plus compliqué. Du coup, ils ont été plus malins sur ce coup-là, les Chinois. Parce que de leur côté, les États-Unis, ils ont investi un gros capital qui risque de pas retrouver. Et vu le projet et la popularité de FMI, pas sûr que ça aboutisse. Les États-Unis ont par contre, eux, un énorme avantage par rapport à la Chine, c'est que 80% des exportations sri-lankaises partent dans les pays occidentaux. Donc ça veut dire que
les États-Unis ont un levier de chantage énorme. Et vous savez très bien que le levier de chantage, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Sauf qu'on a vu avec la Russie récemment que même si tu coupes tout un marché européen et occidental à un pays, la seule chose qu'il a à faire, ce pays, c'est se réorienter vers l'Est. Donc les États-Unis peuvent faire pression, mais même s'ils vont au bout de leurs menaces, tout ce qu'aura à faire le Sri Lanka, c'est envoyer leur thé dégueu en Asie, là. Non mais ils donnent vraiment envie de vomir ce thé. Enfin, je sais pas, je déteste, j'aime beaucoup le Sri Lanka, mais leur thé est dégueulasse, quoi. Ou alors mieux, la culture du thé pas bon sera sans doute délaissée au profit de l'agriculture vivrière, permettant une réelle indépendance du pays, ce qui est l'une des revendications du mouvement. Sinon, pour l'intervention militaire, d'un camp comme de l'autre, ça serait compliqué à mettre en place. Mais ce qui est sûr, c'est que la position est ultra stratégique. Plus de 80% des importations de pétrole chinois passent non loin de l'île. Et son contrôle est donc très stratégique. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que chacune de ces deux puissances vont jouer toutes les cartes qu'ils ont en main pour essayer de déstabiliser et influencer le Sri Lanka, qui est un pays qui est dans une immense crise politique et une immense crise économique, donc qui est très fragile. Reste l'Inde qui peut jouer un rôle dans cette histoire. Un pays non aligné, dirigé par des nazis religieux, qui peuvent donc utiliser leurs liens culturels et politiques avec le clergé ou la classe politique sri-lankaise, en assurant de rétablir un ordre nationaliste et néolibéral. Bon, ça fait beaucoup de défis à relever, vous me direz, mais bon, en même temps, c'est ça la révolution, hein. Si vous voulez rester chez eux, ils seraient restés chez eux. Là, ils ont dit, oh, on va écrire l'histoire, patati patata. C'est compliqué, mon gars, c'est normal. Alors évidemment, on peut compter sur les Sri Lankais pour s'auto-organiser de manière bien pour leur indépendance, leur souveraineté, leur bonheur et tous les trucs bien comme ça, quoi. Mais il est possible que l'avenir du pays soit écrit par d'autres. Et pourquoi pas nous, la France? Pardon, je reprends. Et pourquoi pas nous, le peuple français. Si l'avenir désirable pour les Sri Lankais, c'est une indépendance anti-impérialiste, il va leur falloir un coup de main, et ça tombe bien, parce que tu as plein de peuples dans le monde qui sont en train de les imiter. Genre au Panama, ça fait 20 jours qu'ils sont dans une mobilisation massive. Pareil dans de nombreux pays africains qui se mobilisent contre la faim et en Amérique latine contre l'augmentation du prix de l'essence. Et c'est évident qu'en France, face à une crise économique et une crise politique aussi forte que ce qu'on a maintenant avec Macron et compagnie, évidemment qu'au bout d'un moment, on va bouger nos fesses, quoi. Alors, imaginons qu'en France, on fait une Sri Lankaise. On prend le pouvoir et hop, on signe avec nos camarades de l'océan Indien un deal économique pour les sortir de l'impasse économique dans laquelle ils sont, sans les soumettre à des intérêts étrangers. Une alliance qui partagera le pétrole vénézuélien, les pratiques agricoles et médicales cubaines, les industries de pointe et le veto à l'ONU français, le thé pas bon sri-lankais et tout ce que produisent la quasi-totalité des pays sud-américains dont les gouvernements de gauche pourraient rejoindre le mouvement. Sans compter les révoltes en cours un peu partout qui pourraient donner le pouvoir au peuple et rejoindre cette alliance. Bref, construire une troisième voie avec tous les pays non alignés qui luttent pour leur indépendance. Et quand je dis non aligné, évidemment, c'est non aligné aux intérêts états-uniens ou chinois, mais parfaitement aligné aux intérêts du peuple, évidemment. Après, je sais bien qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais Johan, t'es utopiste, c'est n'importe quoi ce que tu dis, nous on fait de la musculation, on adore le nucléaire, tout ça. » Oui, ok, très bien, vous adorez le nucléaire. Sauf qu'il faut se rappeler que dans les années 50 et 60, tu as déjà eu un tel mouvement international qui a été mené, qui voulait justement l'indépendance des pays du tiers-monde face aux États-Unis et face à l'URSS, qui était d'ailleurs mené par Cuba avec des discours de Castro incroyables. Et le Sri Lanka, d'ailleurs, faisait partie de ce mouvement-là. En fait, la réalité, elle est toute simple. C'est que au-delà des volontés politiques, tu as aussi des réalités économiques, des réalités énergétiques qui dictent l'avenir des nations. Donc si on veut pouvoir réellement être indépendant face à l'empire russo-chinois et face à l'empire états-unien, la seule solution, c'est des alliances économiques fortes avec des puissances économiques fortes. Là, on aura les capacités matérielles d'être anti-impérialiste et d'être indépendant. Bah ouais, parce que même si le Sri Lanka s'en sort, tout seul, il pourra rien importer. Et c'est la merde. Ça peut finir comme Cuba, mais ça prendra du temps et leur coûterait un isolement dont découlera beaucoup de souffrance. Et vu les enjeux militaires de la région, pas sûr que le mouvement tienne la longueur face aux pressions impérialistes. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que la solution nationale pour les Sri Lankais dépend aussi des révolutions qui vont avoir lieu dans plusieurs pays différents suite à la crise énergétique et économique que le monde est en train de subir. Et tu as beaucoup de mobilisations qui laissent penser que c'est possible, ça. Et d'ailleurs, tu as déjà beaucoup de pays en Amérique latine qui ont déjà fait ces révolutions-là et qui sont prêts à accueillir une telle initiative d'indépendance et altermondialiste, etc., etc. Mais entre nous, ce serait quand même chouette, non? Une petite révolution française, là, qui va pouvoir rayonner dans tout le monde entier pour provoquer des révolutions de partout. On l'a déjà fait une fois, on peut le faire 2 fois. Mais surtout, je le répète, c'est ultra important. Nous sommes aujourd'hui dans une crise économique majeure.
D'accord? Une crise politique majeure qui va traverser tous les pays du monde. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a tous, aujourd'hui, dans le monde, tous les peuples, hein, évidemment, de bonnes raisons de faire une révolution. Et avec le Sri Lanka, petit à petit, on se rapproche des méthodes qui vont nous permettre d'aboutir à ces révolutions-là. Et c'est pour ça aussi qu'on parle souvent d'Amérique latine et des révolutions des populistes de gauche là-bas qui permettent de faire des miracles dans des pays super pauvres. Parce que ça nous montre que d'autres voies sont possibles, que les révolutions qui sont fantasmées par certains sont des réalités dans d'autres pays et qu'on peut s'aider de ces expériences-là pour pouvoir aboutir, nous, à une justice sociale, démocratique, écologique, tout ce que tu veux. C'est tout le message de cette vidéo. Détailler ce qui semble être les pratiques révolutionnaires de notre époque. Le dégagisme auto-organisé sans leader, un mouvement populaire et massif qui permet de changer totalement le rapport de force à l'intérieur d'un pays confronté à une crise économique, à la répression policière et à l'arrogance des puissants. Avec le Sri Lanka, on sait ce qui a manqué aux Gilets jaunes. C'est un peu ça, quoi. Et rien que ce commentaire, je le trouve un peu fou. Incroyable, c'est moi qui l'ai écrit. Mais je trouve ça bien parce que, en gros, ce que j'aime, c'est que ça n'a pas commencé là, mais en 2019, tu as déjà eu une première révolte, tu sais, en Colombie, au Chili, en France, à Hong Kong, etc. etc. Donc tu as eu un premier mouvement populiste comme ça, dégagiste qui est arrivé, et puis après tu as eu le Covid, machin. Et là tu as une seconde vague de révolte qui est en train d'arriver, qui a commencé avec le Sri Lanka, qui reprend les pratiques qui ont été celles des Gilets jaunes pour les améliorer. Et du coup, petit à petit, on ne fait que hériter des mobilisations sociales des autres pays pour petit à petit construire une culture internationale révolutionnaire qui permette très concrètement de mettre dehors les dirigeants. Et t'imagines bien que ça les fait flipper, ça les bourge. Ça les fait flipper qu'on ait de bonnes raisons de faire la révolution et qu'on ait les méthodes pour que ces révolutions aboutissent. C'est pour ça que les médias ils s'intéressent jamais véritablement à la question de l'organisation de ces révoltes. Hein. C'est un savoir beaucoup trop dangereux si tu les mets dans des mauvaises mains. Hein. Et j'espère que vous avez pris des notes. Nous entrons officiellement avec le mouvement Aragalaya dans une époque des révolutions. Et ça, bon Dieu, ça fait plaisir quand même. Amis réfractaires, il ne nous reste plus qu'à écrire l'histoire. Hein. Ça va être bien. Ça va être bien. D'ailleurs, j'espère bien que nous, une fois qu'on aura fait nos révoltes, que le peuple sri-lankais, ils vont parler de nous un peu, là, qu'ils vont faire des vidéos, parce que là, ils parlent que de tout le temps, quoi. C'est fou. Hein. Cette vidéo, elle était assez ambitieuse parce qu'on voulait faire une grande analyse tout en collant à l'actualité, donc il a fallu la sortir vite. On a commencé lundi, Debbie elle a travaillé une dizaine d'heures pour faire les recherches, l'écriture a pris une dizaine d'heures aussi avec les relectures, le tournage 4 bonnes heures, sans parler de la voix off, et là je ressors de 10 heures de montage pour la publier vendredi la vidéo. Ça a nécessité beaucoup de temps et beaucoup de personnes différentes, et évidemment on le fait grâce au financement participatif qu'on fait chaque année, et celui de cette année là, il va bientôt se terminer. Donc si ce contenu te plaît et que tu veux que le Canard continue à produire ce genre d'analyse pendant cette période internationale très importante, je te mets le lien évidemment en description de ce financement. En plus, il nous manque que quelques milliers d'euros pour terminer, et puis après, rouler jeunesse pendant 1 an. Ah oui, là je te mets les chiens de Camille, ils sont mignons hein. Allez, moi je me fais un petit thé et je rejoins l'équipe pour préparer la prochaine vidéo. Des bisous à vous et à la prochaine. Quack.